Un Américain et une Française rapatriés du navire MV Ondius ont été testés positifs au hantavirus. L'OMS avertit que d'autres cas étaient probables dans les semaines à venir. Le président américain Donald Trump a rejeté la réponse de l'Iran à sa dernière proposition visant à mettre fin à la guerre, la qualifiant de totalement inacceptable. Pékin a confirmé que Donald Trump se rendra en Chine mercredi pour une visite d'État, la première d'un président américain dans le pays depuis 2017. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, rejette la proposition de Vladimir Poutine de nommer l'ex-chancelier allemand Gerhard Schröder négociateur de l'UE sur l'Ukraine. Des patients sous haute surveillance. Un Américain et une Française rapatriés du paquebot de croisière MV Ondius ont été testés positifs au hantavirus ce lundi. La femme fait partie des 5 passagers français rapatriés à Paris lors d'une opération d'évacuation qui a débuté ce dimanche et a développé des symptômes pendant le vol, selon le ministère français de la Santé. Le passager américain testé positif ne présente aucun symptôme, ont indiqué de leur côté les autorités sanitaires américaines. 94 personnes de 19 nationalités différentes ont jusqu'à présent été évacuées du MV Ondius, amarré depuis dimanche soir près de l'île de Tenerife. Les autorités espagnoles ont déclaré que le reste des 150 passagers et membres d'équipage du navire seraient rapatriés d'ici lundi après-midi. Le bateau partira ensuite pour les Pays-Bas avec une trentaine de membres d'équipage à son bord lundi soir. L'Organisation mondiale de la santé recommande une étroite surveillance des passagers. La semaine dernière, elle a déclaré que 6 cas de hantavirus avaient été confirmés et que 2 autres cas étaient probables. 3 passagers, un couple de Néerlandais et une Allemande, sont décédés après avoir contracté cette maladie rare qui se transmet généralement par des rongeurs. L'OMS a averti que d'autres cas étaient probables dans les semaines à venir et rappelé que le risque pour la santé publique mondiale était faible. Le président américain Donald Trump a rejeté la réponse de l'Iran à sa dernière proposition visant à mettre fin à la guerre, la qualifiant de totalement inacceptable dans un message publié sur ses réseaux sociaux. « Nous ne courberons jamais la tête devant l'ennemi », avait commenté le président iranien Massoud Pezeshkian après avoir transmis dimanche sa réponse à la dernière proposition de Washington. Selon la télévision d'État, Téhéran insiste sur le paiement de réparations de guerre par les États-Unis, la pleine souveraineté iranienne sur le détroit d'Ormuz, la levée des sanctions et la restitution des avoirs iraniens saisis. En outre, une initiative conjointement lancée par le Royaume-Uni et la France, soutenue par une quarantaine d'États, se met en place pour sécuriser le détroit d'Ormuz, où le trafic est paralysé par l'impasse diplomatique. Les ministres de la Défense britanniques et français coprésideront mardi une réunion avec les pays prêts à s'engager dans cette mission. L'Iran a mis en garde contre l'entrée de navires de guerre dans le détroit. Pékin a confirmé que le président américain Donald Trump se rendra en Chine mercredi pour une visite d'État de 3 jours. Trump devrait discuter du commerce avec son homologue chinois Xi Jinping, mais également de l'Iran. Il devrait exhorter Pékin à user de son influence pour faire pression sur Téhéran afin qu'il conclue un accord avec les États-Unis. Pékin est un partenaire crucial de la République islamique. 80% du pétrole iranien est acheté par l'Empire du Milieu. Cette visite en Chine sera la première d'un président américain depuis celle effectuée par Donald Trump en 2017. Il devait se rendre en Chine plus tôt cette année, mais son voyage a été reporté en raison de la guerre avec l'Iran. Trump a souvent vanté ses relations avec Xi Jinping, mais la Chine et les États-Unis restent en désaccord sur plusieurs questions clés. Parmi celles-ci, les droits de douane, les relations de Pékin avec l'Iran et Taïwan. La visite du président américain comprend entre autres un déjeuner de travail avec Xi Jinping et un banquet d'État. L'invasion russe de l'Ukraine et le conflit au Moyen-Orient seront au cœur de l'ordre du jour d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à Bruxelles. S'exprimant dans l'émission Europe Today d'Euronews, la ministre suédoise des Affaires étrangères, Maria Malmer Stenergaard, affirme que l'Europe devrait favoriser les sanctions envers Moscou plutôt que les négociations. I think the main problem is that Russia is not really interested in peace. They are trying different maneuvers, but we need to keep
our focus where it needs to be, and that is on increasing the pressure on Russia and increasing the support for Ukraine. So there's a lot more to be done. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE espèrent élargir la liste noire de l'Union à des ressortissants russes responsables de la déportation et de l'adoption forcée d'enfants ukrainiens. Interrogée sur ces réunions entre ministres de l'UE, Maria Malmer-Stenergaard a également noté un changement dans leur atmosphère suite à l'arrivée du nouveau gouvernement hongrois dirigé par Péter Magyar. Kaja Kallas exclut fermement de nommer Gerhard Schröder comme négociateur de l'UE dans les pourparlers de paix sur l'Ukraine. C'est le président russe Vladimir Poutine qui a proposé le nom de l'ancien chancelier allemand pour assurer la médiation dans une potentielle négociation. Une proposition peu judicieuse selon la chef de la diplomatie européenne. Kaja Kallas rappelant les liens de longue date entre Gerhard Schröder et Moscou. First, if we give the right to Russia to appoint a negotiator on our behalf, that would not be very wise. And second, I think Gerhard Schröder has been the high-level lobbyist for Russian state-owned companies. So it's clear why Putin wants him to be the person, so that actually, he would be sitting on both sides of the table. Gerhard Schröder est en effet resté proche du pouvoir russe depuis qu'il a quitté ses fonctions de chancelier allemand en 2005. Il a notamment siégé au conseil d'administration du géant pétrolier russe Rosneft jusqu'en 2022. Et il a occupé des fonctions au sein d'autres entreprises publiques en Russie. La proposition de Poutine a également été rejetée par l'Ukraine et a reçu un accueil mitigé à travers l'Europe. Искусство на показ, а под ним могилы и кровь искусства России. Под такими лозунгами собрались в среду на штурм российского павильона на Венецианской биеннале активистки основанного в Украине движения «Фемин» и сторонники российской панк-группы «Pussy Riot». Итальянская полиция не пустила манифестантов в павильон, работа которого, тем не менее, оказалась заблокированной на некоторое время. С нами на связи одна из организаторов акции протеста, участница «Pussy Riot», феминистка, защитница прав заключенных, не понаслышке знающая о российских тюрьмах, Надежда Толоконникова. Надежда, добро пожаловать на Евроньюз. Здравствуйте. Название вашей акции можно перевести как «Шторм Венеции» или «Штурм Венеции». Вы хотели скорее вызвать волнение в общественном мнении или нарушить работу биеннале и российского павильона? Настоящей победой будет, когда официальную Россию исключат из участия в Венецианской биеннале и дадут возможность нам, как группе, скурировать свое собственное видение павильона России. Мы считаем, что сегодня настоящим лицом России являются люди, которые сидят незаконно. Предложение очень простое. Мы хотим принести искусство, сделанное политзаключенными художниками, которые сидят сегодня в российском ГУЛАГе за то, что они выступили в поддержку Украины против режима Путина. Очень просто. У нас есть эти работы, у нас есть биографии этих художников, у нас есть связь с их родственниками, адвокатами, группами поддержки. И мы можем организовать все это за 2 дня. Нам нужен только павильон, и нам нужен реальный диалог, а не закрытая дверь. Я благодарна каждому человеку, который высказывает свое мнение по поводу Венецианской биеннале, по поводу участия России. Но пока я хочу сказать, что Россия выигрывает, что у них сейчас происходит вечеринка на костях. Они пьют водку, они раздают бесплатное шампанское. В этом движении против включения официальной России в Венецианскую биеннале очень много союзников. И ведь и Европарламент, и Совет Европы, и, я думаю, другие к нам подключаться. Поэтому я думаю, что если не в этом году, то в 2028 году нам удастся привести искусство политических заключенных России вместо того парада абсурда, который происходит на выставке в павильоне России сейчас. L'Eurovision a débuté dimanche à Vienne. Au total, 95 000 billets ont été vendus pour 9 shows. Des milliers de fans affluent dans la ville en prévision de la grande finale le week-end prochain. Dans le cadre de la cérémonie d'ouverture, tous les candidats ont défilé sur le tapis turquoise dans l'après-midi, dont les Finlandais. Le chanteur Pete Parkkonen et la violoniste Linda Lampenius devraient être parmi les favoris du public cette année. Généralement, les instruments sont préenregistrés, mais les organisateurs ont fait une exception pour permettre à la violoniste de jouer en direct.
The feeling, it has to come from here, from the heart, and we have this story, it's a duet, which comes from stories we have really experienced these things for real in life. 5 pays boycottent le concours de cette année, l'Irlande, l'Islande, les Pays-Bas, la Slovénie et l'Espagne. Cette dernière est pourtant membre des Big Five, les plus gros contributeurs de l'Eurovision. Ils critiquent la présence d'Israël en dépit de ses actions à Gaza que des rapporteurs des Nations Unies décrivent comme des crimes de guerre. Ich glaube, es ist eigentlich eine Veranstaltung, die Europa zusammenführen soll und es ist eine Veranstaltung, in der wir immer herrlich mit allen Leuten aus allen Regionen gefeiert haben. Das ist ein bisschen schade, dass das derzeit so schwer möglich ist. L'Eurovision est l'un des plus grands concours musicaux au monde, attirant des millions de téléspectateurs. La finale aura lieu le 16 mai. La rénovation de l'école théologique de Chalki, fermée depuis des décennies, devrait s'achever en septembre selon une annonce du patriarcat œcuménique. Toutefois, aucune autorisation officielle n'a encore été accordée pour la réouverture de l'établissement. Située à Ebeliada, l'une des îles des Princes au large d'Istanbul, l'école a été fondée au milieu du XIXe siècle. Elle a longtemps été le principal établissement d'enseignement théologique de l'Église orthodoxe jusqu'à sa fermeture en 1971 en raison d'une loi turque interdisant le fonctionnement des écoles religieuses supérieures privées. Malgré les appels répétés adressés à Ankara pour sa réouverture, le dossier reste toujours bloqué. Le sujet avait également été évoqué lors de la rencontre entre le patriarche Bartholomé Ier et le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche en septembre dernier. L'affaire est suivie de près tant par les États-Unis que par l'Union européenne qui a critiqué à plusieurs reprises la Turquie sur des questions de liberté religieuse concernant les minorités non musulmanes. Depuis sa fondation en 1844, l'école a formé un certain nombre de personnalités éminentes de l'Église, dont le patriarche Bartholomé Ier lui-même.